L'Inde est un vaste pays, intense, plein de contrastes. Des paysages spectaculaires côtoient une population débordante. La déchéance et la décrépitude se mêlent à une surprenante opulence. On y trouve côte à côte vacarme infernal et profonde sérénité. Cruauté, sympathie, ignorance et sagesse la plus élevée. L'Inde est un pays de paradoxes. Où ailleurs qu'en Inde peut-on voir un prisonnier qui pleure comme un enfant dans les bras de son geôlier? Mais ce n'est pas juste un autre paradoxe indien. C'est une histoire totalement différente. Je suis arrivé à Tihar en 1988. J'ai été arrêté à l'aéroport international Indira Gandhi avec 4 kilos d'héroïne. J'ai été interné ici pour possession présumée de hashish. Triple meurtre à Ahmedabad en 1983. D'abord, je devais être pendu, mais la Cour suprême a réduit le verdict à la prison à vie. Qu'est-ce que je fais dans une prison indienne? Ma peine. Non, en fait, je fais Vipassana maintenant. Nous sommes tous prisonniers, condamnés à la prison à vie, emprisonnés par notre propre esprit. Nous cherchons tous la liberté conditionnelle, tout en étant les otages de notre colère, de notre peur, de nos désirs. Y a-t-il quelqu'un qui n'ait jamais désiré violemment à un moment ou à un autre prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas? Y a-t-il quelqu'un qui n'ait souhaité, au moins une fois, blesser celui qui le blesse? Seule une ligne très fine nous sépare de ces personnes qui nous regardent de l'intérieur de cette cage. Tout ce qui n'a pas dépassé le seuil de nos pensées a, dans leur cas, traversé le seuil de l'action. Malgré ça, nous sommes identiques. À l'intérieur de notre esprit, nous sommes tous des criminels potentiels. Voici Tihar Jail, une des plus grandes prisons du monde. 10 000 personnes sont emprisonnées ici. 9 000 d'entre elles attendent toujours d'être jugées. La roue de la justice tourne lentement et pesamment en Inde, tel un camion surchargé. Un pickpocket peut avoir attendu 6 ans son jugement,
pour finalement recevoir une peine d'1 an. Ça peut prendre encore 2 semaines, ça peut prendre encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils prennent leur temps. Située dans les faubourgs de New Delhi, Tihar est la prison indienne de haute sécurité la plus connue. Du fait de sa grande population, elle est divisée en 4 prisons séparées. Pendant des décennies, Tihar fut célèbre pour ses conditions inhumaines, connu pour être un véritable enfer. Violence, corruption et drogue sont courants dans toutes les prisons. Mais à Tihar, ces problèmes prennent une ampleur gigantesque du fait de la surpopulation et des conditions de détention très dures. C'était un endroit horrible. Il y avait du racket, des coups, des bagarres entre clans à l'intérieur de la prison. Il y avait beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup. Le mélange d'un millier de condamnés avec des milliers d'autres en attente de leur jugement avait créé une hiérarchie des pouvoirs et une atmosphère explosive. Ceux en attente d'être jugés sont beaucoup plus nombreux que ceux déjà condamnés. Mais la minorité peut contrôler la majorité, profiter de ceux qui attendent le jugement. Les condamnés pratiquent le racket, un peu de bastonnade à l'occasion, et bon nombre vont cracher quelques roupies par-ci, quelques roupies par-là. Les détenus, ils sont pas vraiment eux-mêmes. Je veux dire qu'il y a une image de macho, quoi. Dur, agressif. Vous mettez quelques milliers de machos au même endroit, ça représente beaucoup d'agressivité. Et aussi beaucoup de contrôle, parce que c'est une prison, ça fait beaucoup de contrôle à faire. Alors j'ai compris quand je suis arrivé ici, par moi-même, que de temps en temps on doit utiliser le bâton. Mais il y a un point que vous ne devez pas dépasser. Le personnel de la prison était formé selon la vieille tradition d'oppression, isolation et punition. Il croyait que si on faisait souffrir les prisonniers, ils ne commettraient plus de crimes après avoir été relâchés, par peur d'être envoyés dans cet enfer. Mais ils avaient tort. À Tihar, les prisonniers se spécialisent encore plus dans le crime. Je suis ici depuis 13 mois. Je passais de l'héroïne depuis Katmandou vers Toronto, via l'aéroport de New Delhi. Et je fus fouillé à New Delhi et amené ici. David est l'un de ces détenus étrangers gardés à Tihar. Tout le monde est un expert en droit, ici, à la prison de Tihar. Tout le monde connaît les moindres ficelles du système indien. Il arrive que certains d'entre eux qui sont là pour 6 ou 7 ans, peut-être, vont te dire comment sortir d'ici. Avec cette réputation, Tihar n'était pas l'endroit idéal pour offrir un changement radical dans la réforme des prisons. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. En mai 1993, un nouvel inspecteur général des prisons fut nommé. Le nouvel inspecteur général était Kiran Bedi, une petite femme avec une grande réputation et une vision encore plus grande. Première femme officier de police en Inde, Bedi avait toujours attiré la controverse en utilisant des méthodes non conventionnelles pour atteindre des buts élevés. Pour moi, c'est une femme magnifique. Elle a l'intégrité, elle a une morale supérieure. Et elle a clairement de l'ambition. Elle a tout fait, de star de tennis jusqu'à la policière célèbre qui faisait partir à la fourrière les voitures des dignitaires en infraction. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée Bedi la Grue. Je me souviens parfaitement du jour où elle devait prendre son poste. Nous avions une réunion d'1h30. Et lors de cette réunion, elle nous a clairement fait comprendre, la frontière est très fine entre nous les officiers et eux les détenus. Nous aussi avons fait des faux pas dans nos vies, mais grâce à Dieu, nous ne sommes pas à l'intérieur. Malheureusement, eux, ils y sont. Dès le départ, Bedi prévint le personnel qu'elle avait l'intention de faire de Tihar un lieu pour le développement personnel, un ashram. J'ai commencé par partager avec eux ma vision d'une prison. Je tenais mes réunions, tout d'abord je leur dis qu'ils vont travailler en équipe.
comme une famille, leur demandant s'ils étaient conscients de leurs priorités de travail. Quelle est leur fonction? Sont-ils juste des sentinelles? Ou bien sont-ils là pour un travail plus important? Depuis qu'elle a pris son poste, elle a fait de nombreuses transformations. C'est quelqu'un qui résout les problèmes. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème, alors vous faites partie du problème. Nous n'avons cessé de leur donner amour et soins attentifs. On leur donnait vraiment amour et attention. Je leur ai permis la lecture, des facilités à la cantine, de meilleurs soins médicaux, des vêtements, des radios, des visiteurs de l'extérieur. Avant, on nous considérait comme... Je ne peux pas vraiment dire comment. C'est au-delà de toute description avec des mots. Elle nous a montré que nous étions des êtres humains. Et par conséquent, nous avions le droit d'être traités comme des êtres humains. Je leur ai parlé, j'ai partagé avec eux, j'ai lu avec eux, j'ai ri avec eux, j'ai chanté avec eux, j'ai même dansé avec eux, afin qu'ils puissent se sentir normaux comme ils le devraient. Pourquoi? Parce qu'après tout, lorsqu'ils vont sortir d'ici, ils doivent retourner dans une société normale. Alors comment pourrais-je les garder ici refoulés et espérer qu'ils vont être normaux lorsqu'ils sortent? Je dois les laisser partir en tant qu'êtres humains, et si possible, de meilleurs êtres humains. C'est un sentiment généralement partagé que ceux qui ont commis quelques crimes doivent être punis. D'accord, ils doivent être punis. Mais après la punition, quoi d'autre? Ils ne vont pas vivre en prison toute leur vie. Ils vont revenir dans la société et s'ils ne se sont pas repentis, ils vont commettre davantage de crimes. L'atmosphère à Tiar s'est améliorée, mais Betty savait que toute solution matérielle est toujours une solution partielle. Elle recherchait un changement plus profond. L'esprit humain a besoin de sa propre nourriture. L'esprit humain a besoin de positivité. L'esprit humain a besoin de pensées élevées. C'est tout ce que je savais, car c'est ce dont mon propre esprit a besoin. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas comment changer. Ils ont envie de changer. Ils disaient « nous voulons changer ». Mais comment? Ils n'ont pas les outils pour faire face à leurs problèmes. Comment leur donner ces outils leur permettant de se prendre en main? Que faire? J'étais absolument comme un poisson hors de l'eau. Où vais-je trouver le truc magique? Qui va venir dans la prison pour donner des conseils? Qui va leur donner cette nourriture psychologique? Je ne faisais que chercher une réponse. Et j'ai trouvé la réponse. La réponse vint, contre toute attente, de l'intérieur de la prison. Un matin, Betty faisait sa tournée habituelle. Un jeune officier s'approcha d'elle et lui parla d'une très ancienne technique appelée Vipassana. Je marchais dans la prison et puis ce jeune officier, Rajendra Kumar, vient vers moi et me dit « Madame, vous recherchez la réponse? J'ai la réponse. Et quelle est cette réponse? Il y a une technique qui transforme tout. Je pratique aussi un peu de méditation Vipassana. Et cela a produit de grands changements en moi-même. Il me dit « J'étais un homme très colérique. J'étais un horrible individu. Mais je suis allé faire Vipassana et je suis différent maintenant. Madame, si vous ne me croyez pas, demandez à ma famille, demandez à mes collègues. » Si vous introduisez cette technique en prison, cela va aider tous les détenus. Ils vont être débarrassés de leurs souffrances. Alors, elle me dit immédiatement, donnez-moi l'adresse. Alors il m'a donné l'adresse de M. Ramsingh. J'ai écrit une lettre à M. Ramsingh en lui demandant s'il pouvait me rendre visite à la prison, ne sachant toujours pas ce qu'était Vipassana. Ce que Kiran Bedi ignorait aussi était que cette technique avait déjà été essayée dans des prisons indiennes. Vipassana est un voyage de découverte qui se fait les yeux fermés. Le but n'est pas simplement de satisfaire la curiosité des voyageurs, mais de se transformer durant le voyage, afin de vivre une vie meilleure. Vipassana veut dire voir la réalité telle qu'elle est, avec sa nature propre. C'est une technique de méditation découverte il y a 25 siècles en Inde par un homme nommé Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Les récits du temps de Bouddha décrivent de remarquables histoires, des tueurs en série transformés en saints et de cruels tyrans devenus dirigeants modèles grâce à cette technique. Avec le temps, les civilisations se sont succédées puis ont disparu.
mais Vipassana a été soigneusement conservé et transmis de génération en génération dans l'Asie du Sud. Aujourd'hui, Vipassana est enseigné par S.N. Goenka, un Indien qui naquit et grandit en Birmanie. Monsieur Goenka a pris Vipassana de son maître birman Sayagyi U-Bakin. En 1969, Monsieur Goenka arriva en Inde pour enseigner Vipassana. Quelques années plus tard, un leader indien renommé, Vinoba Bhave, le défie d'enseigner Vipassana à des jeunes et à des criminels endurcis. Je dis, je suis ici pour servir. Si vous pouvez l'organiser, j'enseignerai aux criminels endurcis en prison. J'enseignerai aux étudiants. Il a organisé un cours dans une école qui donna de très bons résultats, mais il ne put rien organiser en prison à cause des règles. Le règlement des prisons est tel qu'un enseignant ne peut y résider. On doit demeurer à l'extérieur, et je ne pouvais pas accepter cela. Quand un cours a eu lieu, je dois être là avec mes étudiants. Cela ne put se concrétiser, mais plus tard, le gouvernement du Rajasthan fut assez bon pour assouplir les règles. Et le premier cours fut donné dans la prison de Jaipur. En 1975 à Jaipur, les prisonniers apprennent Vipassana pour la première fois. Monsieur Goenka insiste encore sur certaines conditions et les autorités de la prison s'efforcent de répondre à ces demandes. Avant que les cours ne commencent, certaines personnes furent amenées avec des chaînes et des entraves. Alors il dit, qu'est-ce que cela? Je lui répondis, ce sont des criminels très endurcis, très dangereux, et nous voulons qu'ils puissent aussi suivre le cours. Il répondit, pourquoi leur avoir mis des chaînes? Parce qu'ils sont dangereux. Il dit, non, je ne peux donner le Dhamma, l'enseignement, à des gens qui sont enchaînés. On doit le retirer. L'inspecteur général et le directeur de la prison ne furent pas d'accord. L'inspecteur général disait qu'il y avait de gros risques que l'un d'entre eux, ou un petit nombre d'entre eux, ne se lève pour étrangler M. Goenka ou moi-même. Étant ministre de l'Intérieur, cela leur ferait une grande réputation. Puisque de toute façon, ils vont mourir. Ils vont être pendus ou bien recevoir une punition extrêmement sérieuse. Alors nous avons pris peu de risques et décidé qu'ils allaient poster des gardes à proximité. Et si l'un d'entre eux se levait de manière menaçante envers nous, on lui tirerait dessus. Heureusement, aucun coup de feu ne fut nécessaire. Le cours de la prison de Jaipur se conclut paisiblement. Son succès entraîna d'autres cours dans d'autres prisons. L'un d'entre eux se tint à la prison de Baroda. Le directeur, M. Vora, fut impressionné par l'effet de Vipassana sur les prisonniers et décida de suivre lui-même le cours. Ensuite, il organisa 5 cours supplémentaires à la prison de Baroda. La coordination entre les prisonniers et le personnel s'est améliorée. Les relations entre les détenus et leurs familles se sont aussi améliorées. L'esprit de revanche des prisonniers. Après ma sortie, je vais tuer cette personne, je vais faire ceci et cela. Tout cela a été balayé. Babou Baya était célèbre pour avoir tué 3 personnes en 5 minutes dans un combat entre gangs. Je n'avais que de la haine envers mes ennemis et des pensées de revanche. À travers la pratique de Vipassana, j'ai changé. Et maintenant, je ne ressens qu'amour et compassion pour eux. À la fin d'un cours, il a contacté la famille de ses victimes pour demander pardon. Ils furent d'accord pour faire une croix sur le passé. Et en 1992, le jour de la fête de Rakhi, ces 2 femmes sont venues pour nouer un cordon sacré autour de mon poignet. Et depuis, je suis leur frère adoptif. Aujourd'hui, je veille sur leur famille comme si c'était la mienne. Vous voyez, demander pardon et donner son pardon sont des choses très difficiles à faire. Celui qui a tué votre mari ou votre frère, nouer un raki à son poignet et mettre une friandise dans sa bouche, c'est quelque chose qui nécessite un grand courage. Un cours de Vipassana dure 10 jours. Les étudiants demeurent en silence complet et méditent du petit matin jusqu'au soir. Durant 10 jours, ils suivent un code de conduite morale de base. Ils s'abstiennent de tuer, voler, mentir, d'avoir des activités sexuelles et de prendre des intoxicants. Sans cette base de moralité, l'esprit va demeurer trop agité pour analyser la réalité à l'intérieur de soi-même.
Toute action physico-vocale qui n'est pas saine, qui va à l'encontre de la moralité, qui est immorale, prend sa source dans un esprit impur, un esprit négatif. Par exemple, vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez le tuer sans engendrer une quantité phénoménale de colère et de haine en vous-même. Vous volez quelque chose, vous ne pouvez le voler sans avoir engendré des quantités phénoménales d'avidité et de cupidité. Et chaque fois que l'on engendre de la négativité dans l'esprit, on devient malheureux. En accomplissant une mauvaise action, vous êtes instantanément puni. Pourquoi? Parce que vous vous sentez maintenant coupable. Vous avez dit un mensonge et vous proférez 100 nouveaux mensonges juste pour justifier le premier. Vous volez et maintenant vous redoutez que l'on vous attrape. Le fait même d'être sujet à cette crainte d'être pris est la souffrance qui vous revient de par la loi de la nature. De retour à Tihar, Kiran Bedi préparait le cadre pour un cours de Vipassana. Elle me demanda si un cours pouvait être organisé. Je lui répondis pourquoi pas, nous pouvons le faire. Alors les mêmes difficultés se firent jour ici aussi. Je lui dis que la première condition était que certains des plus anciens officiers devaient d'abord suivre un cours. Alors seulement pourrions-nous être d'accord. Si les gardiens des prisonniers ne changent pas, les prisonniers ne vont pas changer. Kiran Bedi n'avait pas peur d'innover avec de nouvelles idées. Elle envoya quelques-uns des membres les plus têtus et agressifs de son personnel faire un cours de Vipassana en dehors de la prison. Quand ceux-ci furent revenus, leurs collègues et les détenus, tous les trouvèrent bien plus calmes et positifs. Il y a eu des histoires, comme celle de quelques officiers, qui furent pris à faire des choses répréhensibles, comme la contrebande de cigarettes, parce qu'ils recevaient de l'argent pour ça. Étant donné leur bas salaire, c'était profitable pour eux. Et je pensais qu'elle allait renvoyer ces personnes ou bien s'en débarrasser. Mais elle leur a laissé une chance à chacun. Elle leur dit, si vous voulez continuer à travailler, vous devrez faire ceci et cela, et il vous faudra aussi aller suivre un de ces cours de 10 jours. Tout ce que vous faites, il faudra le payer d'une manière ou d'une autre. Dans ma vie, c'est instantané. J'ai fait quelque chose de mal et là. Ma famille ne sait toujours pas exactement où je suis. Ma mère pense que je suis en Inde, mais je ne voulais pas qu'elle se fasse du souci en lui disant où j'étais. Alors je me suis dit que j'allais lui dire que je fais Vipassana. Et c'est ce que je fais. Le premier cours de Vipassana à Tihar Jail eut lieu en novembre 1993. Plus de 100 prisonniers et membres du personnel de la prison y participèrent. Elle ne forçait personne. Allez voir et jugez par vous-même. Si cela vous plaît, très bien. Si cela ne vous plaît pas, très bien. Mais essayez seulement et voyez par vous-même. Ils demandaient qui était intéressé par Vipassana ou par la méditation. Un stage est venu dans un des quartiers, alors j'y suis allé. D'abord, tout ce qu'on demande de faire est de se concentrer sur sa propre respiration naturelle, la sentir rentrer et sortir par les narines, et de maintenir cette attention le plus longtemps possible. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est quelque chose que tu ne peux éviter. Tu sais que tu peux te concentrer un certain temps, puis après un moment, tu réalises que ton esprit vagabonde. Et ce n'est qu'après un certain temps que tu te dis, et tu sais, tu devrais y revenir, te concentrer. Alors tu reviens. De nouveau, tu t'aperçois que tu es encore parti, tu penses à quelque chose que tu fais à la maison. Hey, accroche-toi, tu dois revenir à la méditation. Quand on s'assied pour rester tranquille, un courant continu de pensée envahit l'esprit. Souvenirs, espoir, peur commencent à se déverser.
Après 3 jours de combat, l'esprit se calme. Les pensées s'affaiblissent, s'estompent comme des nuages qui passent. En se concentrant si longtemps sur la petite surface de peau sous les narines, l'esprit devient si sensible qu'il peut ressentir le flux de la respiration la plus subtile. Un nouveau champ de sensations s'épanouit dans cette région. Picotement, chatouillement, chaleur, pression, des sensations physiques naturelles que l'on n'a jamais ressenties de façon aussi nette. Alors seulement est-on préparé à pratiquer Vipassana. Toute l'idée de Vipassana est d'aller en dedans. Et quand vous allez en dedans et que tout est calme, que vous-même êtes tranquille, alors vous rentrez en contact avec vous-même et vous pouvez entrer en vous-même et vous pouvez ressentir vos sensations. Une attention constante aux sensations physiques, sans réagir, c'est le cœur de la pratique de Vipassana. Chaque son, chaque vision, goût, odeur, tout ce qui rentre en contact avec le corps produit instantanément une sensation. La technique met l'accent sur les sensations physiques naturelles en tant que point de contact crucial entre l'esprit et le corps, la clé pour comprendre le comportement humain. À travers Vipassana, on comprend que nos propres attitudes, dépendances, souffrances et bonheurs ne sont pas causées par le monde extérieur. Ce sont les réactions aux sensations plaisantes et déplaisantes que le monde engendre à l'intérieur du corps qui dictent nos actions et conditionnent l'esprit. Le 4e jour du cours, on enseigne Vipassana. Les étudiants apprennent comment observer objectivement toutes les sensations dans leur corps, quelles qu'elles soient, sans y réagir. Ils voient des émotions apparaître et disparaître. Ils voient la douleur apparaître et disparaître. Ils voient le plaisir apparaître et disparaître. Et comprennent, non pas intellectuellement, mais par leur propre expérience, que rien n'est permanent. La haine, la passion, l'avidité perdent leur côté abstrait. En observant les sensations physiques qui accompagnent ces émotions et en comprenant leur nature impermanente, on peut vraiment commencer à dominer l'habitude de réagir aveuglément. Entre les deux extrêmes que sont l'expression et la répression, il y a une 3e option, simplement observer. Après le premier cours, je me sentais complètement dépassé. Je vois les choses telles qu'elles sont, la réalité. Tu trouves la solution, tu trouves les réponses à un tas de questions. C'est toi qui peux te mettre sur le droit chemin. Et c'est toi qui peut t'entraîner vers le malheur. Il y a du bonheur là-dedans. Après le cours, on ne doit pas regarder en arrière. Même pour nous, on se disait, eh bien Dieu merci, nous avons trouvé un remède. Nous avons trouvé une alternative. Nous avons trouvé une voie sur laquelle les emmener. Il n'y a pas à regarder en arrière. Le premier cours de Vipassana à Tihar fut suivi de 5 autres et Kiran Bedi recommençait déjà à faire des projets. Nous sommes devenus plus gourmands, plus impatients. Pourquoi seulement 50, 60, alors que j'ai 10 000 personnes avec moi? Alors pourquoi ne pas toucher un plus grand pourcentage grâce à des cours en masse, plutôt que de se contenter du goutte à goutte afin d'avoir un impact massif? Ils dirent, seriez-vous capable d'organiser un cours pour plus de 1000 personnes? J'ai dit oui, immédiatement. Vous êtes sûr? J'ai dit oui. Ce fut l'un des projets les plus ambitieux dans l'histoire des prisons indiennes. Ce fut aussi le plus grand cours de Vipassana conduit dans les temps modernes. En quelques semaines, un endroit spécial fut préparé à l'intérieur de la prison. Loger 1000 détenus dans un seul endroit, ainsi que M. Goenka et ses assistants, c'est une entreprise énorme. Personne ne voulait croire que l'on pouvait mettre 1000 prisonniers ensemble, les garder à la même place, parce que c'est un grand risque pour la sécurité. Ils m'ont demandé ce qu'est Vipassana, mais vous pouvez mieux répondre que moi. Vous menez une expérience avec Vipassana ici,
Que pensez-vous? Que seront les résultats? Ce n'est pas une expérience. L'expérience a déjà été faite. Il y a déjà eu des résultats. S'il n'y avait pas eu de résultats, ils ne méditeraient pas. 10 jours sans parler, c'est effrayant. Les gens méditent car ils peuvent accomplir quelque chose. Et ils acquièrent quelque chose, ils acquièrent beaucoup. Allez-vous travailler dur? Allez-vous méditer? Il ne prétend pas être un saint. Il est comme un enseignant humble et simple. Il n'attend rien en échange. La manière dont il s'y est pris avec des prisonniers pendant 10 jours. Il a vécu dans la prison durant 11 jours. Lui et sa femme ensemble. Et le séjour n'était pas confortable. « 1000 prisonniers se rassemblèrent sous une grande tente le soir du 4 avril. Ils représentaient un large spectre de l'expérience humaine, hindous, musulmans, chrétiens, sikhs, de différentes nations et de contextes sociaux différents. Il est essentiel que vous conserviez le silence, le noble silence. Cela ne veut pas dire que votre bouche devra rester close. Parlez avec les enseignants, aux guides. Il n'y a là aucune restriction. Dans les premières heures du jour suivant, un orage terrible, très rare pendant la saison sèche, survint subitement. La tente s'effondra. Tous les tapis et les coussins de méditation étaient entièrement trempés. Une réunion d'urgence fut appelée à 3h30 du matin pour décider s'il fallait annuler le cours. Mais des mesures furent rapidement prises qui permirent de continuer. Quand le temps s'éclaircit, une grande opération de sauvetage fut lancée. Entre-temps, le cours continuait. Les prisonniers méditaient dans leur baraquement. Le soir même, la tente est à nouveau prête pour accueillir les étudiants et le cours se déroula comme prévu. Neuf jours plus tard, il était évident que quelque chose d'unique avait eu lieu. Ça les a réellement changés. Mes prisonniers pleuraient. Ils étaient en larmes. Ils avaient compris ce que la vie pouvait être. Ils avaient regardé vers l'intérieur. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont vu ces sentiments de revanche. Ils ont vu la colère, ils ont vu le manque de respect et le mal fait aux parents et à la société. Et ils pleuraient. Et ils voulaient devenir différents. Je me sentais coupable d'avoir mal agi. J'avais mal agi. Et ce que j'avais fait, c'était quelque chose dont je pouvais sortir et que je pouvais corriger. Cette compréhension était ce qu'il y avait de plus magique. C'était exactement ce que je recherchais. Comment pouvais-je leur faire comprendre par eux-mêmes qu'ils avaient effectivement blessé la société? Ils ne faisaient que dire « Nous sommes innocents, nous ne blessons pas la société, c'est elle qui nous blesse ». Comment les convaincre qu'ils avaient effectivement blessé la société à un moment de leur existence? Alors, la loi de la nature a suivi son cours. Vous en subissez maintenant les effets. Voilà ce qu'ils ont appris avec Vipassana. Je n'ai rien eu à leur dire. Ils allaient au micro pour déclarer « Nous avons blessé la société, mais nous demandons pardon ». C'était ça le plus magique. Quand le cours se termina, 1200 participants et des invités de tout pays furent témoins de l'inauguration du premier centre Vipassana établi dans une prison. En l'espace de 3 semaines, il commença à offrir 2 cours par mois. N'espérez pas de miracle, cela va prendre du temps. Un criminel endurci ne va pas se transformer en saint d'une minute à l'autre. Un début de changement s'est produit, et puis à nouveau, l'environnement de la prison est si mauvais. Un seul cours, cela ne change pas tout l'environnement. Donc, tant que l'environnement ne change pas, d'autres moyens sont mis en œuvre, et les facilités leur sont données pour une pratique régulière, et alors le changement peut vraiment se produire. Les cours de Vipassana se déroulent de la même façon partout dans le monde. Les mêmes règles, le même emploi du temps, les mêmes instructions. Les personnes qui servent les cours sont tous des volontaires qui ont déjà suivi un cours eux-mêmes.
Un enseignant, formé et nommé par M. Goenka, reste dans l'enceinte du cours durant 10 jours et conduit le cours lui aussi bénévolement. Rien n'arrive par hasard, tu vois. Je viens, je suis pris et je me retrouve ici. Tout cela a un sens. J'ai pas besoin d'être pris en allant au Canada. J'aurais pu repartir au Canada et puis revenir. Et ma vie, comme ça, et là. Il y a une raison derrière tout ça. Après avoir suivi quelques cours de Vipassana, David demanda à être transféré dans le quartier Vipassana pour y travailler comme bénévole. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, pourquoi Vipassana est-il ici? Et bien sûr, en le disant, la réponse est venue toute seule, parce que c'est ici qu'on en a le plus besoin. C'est l'histoire en mouvement. C'est la première occasion où Vipassana est utilisé dans un système carcéral pour essayer de changer les détenus. Et si cela procure des résultats, on pourra réformer l'ensemble du système carcéral sur toute la planète. Et c'est ici que ça se passe. Tu vois, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être un exemple pour les autres. Comme cela, peut-être travailleront-ils un peu plus pour eux-mêmes. David, le cours d'un jour est à cette date, non? Le 26 au matin, c'est la section 4. Oui, le 26 matin, c'est toute la prison. Et le 27 au matin, j'amène les sections 1, 2 et 3 ensemble. Dites-lui donc que nous aurons besoin de lui ces jours-là à 9 h. S'il vous plaît, dites-le à l'enseignant. Je ne peux pas agir selon Vipassana pour les autres. Ils doivent le faire par eux-mêmes. La conclusion est que vous ne pouvez aider quelqu'un que s'il veut être aidé. Et avec Vipassana, si vous pouvez les amener à essayer, c'est à eux de rentrer en eux-mêmes pour s'aider eux-mêmes. 2 fois par mois, des prisonniers de différents quartiers de Tihar arrivent à la section Vipassana pour participer à un cours. Certains d'entre eux ont déjà fait un certain nombre de cours. Chaque fois, ils suivent le même programme. Ce qui diffère, c'est l'expérience personnelle. Je les appelle bhikkhus quand ils viennent ici. Ça veut dire moines. Parce que c'est bien ce qu'ils sont. Durant 10 jours, ils deviennent moines. Beaucoup de gens ont l'impression que ces 10 jours ici, ça va être facile. Mais ça ne l'est pas. Il faut que tu travailles. Il n'y a pas de place au laisser-aller. Et de fait, se joindre à un cours, en quelque sorte, te force à travailler. C'est comme d'être jeté dans une piscine. Il faut que tu nages. Ça ne sert à rien de se dire « Oui, je vais apprendre à nager, je vais apprendre à nager ». C'est quand ils vous balancent dans la piscine qu'il faut que tu nages. Donc quand tu fais un cours, tu dois faire les 10 jours. À proximité de la bulle silencieuse du cours, de l'autre côté du mur, la vie de la prison poursuit son cours. À Tiharjel, les prisonniers peuvent suivre des leçons de yoga, rencontrer des thérapeutes et suivre d'autres programmes éducatifs. Mais un cours de Vipassana est assez différent de ces activités et les prisonniers ne sont pas toujours conscients de ce fait. Nous sommes en prison. La prison obéit aux règles des prisons. Ici, c'est Vipassana, et Vipassana obéit aux règles de Vipassana. Et il se trouve que Vipassana a des règles bien plus strictes que celles de la prison. Certaines comprennent, d'autres pas. Tu vois, en prison, il y a des règles, mais ils jouent à contourner les règles autant qu'ils le peuvent, ou à les modifier autant qu'ils le peuvent pour prendre le contrôle de leur vie. Et ils arrivent ici avec la même attitude. Et je dis, non, ici, c'est pas la prison. Là, c'est la prison. Vous voulez revenir à la prison, retournez-y. Mais ici, c'est Vipassana. Nous avons certaines personnes qui deviennent jalouses, peut-être envieuses, parce qu'ici les gens donnent l'impression d'obtenir un peu plus que les autres. Ils ne comprennent pas que ceux qui viennent ici donnent beaucoup plus d'eux-mêmes. Si certains ont un peu d'expérience, de discipline personnelle, alors ils ont plus de facilité à s'y mettre. Nous devons comprendre que ces 10 jours, c'est la base. Je veux dire que c'est le minimum de temps nécessaire pour approcher une étincelle de la bougie. Et parfois, l'étincelle ne prend pas. Peut-être qu'il va falloir une autre étincelle, puis une autre. Mais après quelques fois, la lumière commence à vaciller, elle grandit, et la bougie est allumée. Le changement ne se fait pas facilement. Le changement, ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit avant,
L'esprit de revanche que j'avais et la colère, le mauvais caractère continuent à diminuer. Je ne vous dis pas que cela a complètement disparu en une fois. Je fais un peu de vipassana, je m'assois et tout ça disparaît d'un coup. Non, mais cela diminue, diminue, diminue. Pourquoi je suis ici? Ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait à moi-même. Et c'est pour ça que je suis ici. Je n'ai plus confiance dans les gens comme avant. Parfois, je les rencontre et ils me traitent mal. Je me dis que si j'avais un abri, j'aurais juste à dégoupiller et laisserais tout ça exploser. Voilà, et je recommencerai à zéro. Vipassana ne cesse d'essayer de me sortir de cette méfiance envers les autres. Je suis ici maintenant à faire Vipassana. Et c'est mon mode de vie. Ta façon de parler aux autres, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de faire les choses ou de ne pas faire les choses pour les gens. C'est l'art de vivre, ils appellent ça. Le matin du jour 10, le silence se termine. En ce jour très spécial, il devient clair que la route fut longue. Les étudiants font la transition vers un monde de vie plus extraverti. Pour la première fois en 10 jours, ils peuvent enfin parler et partager leur expérience. Le premier jour, je me sentais très bizarre, comme si j'avais été pris au piège. Le deuxième jour, je voulais m'enfuir, mais il n'y avait pas d'échappatoire possible. Alors je me suis dit, voyons exactement ce qu'est cette histoire. Avec ces techniques, on peut examiner son propre esprit et se dire, voilà dans quelle direction vais-je maintenant. C'était une occasion unique pour moi d'être ici. Avant, je regrettais, mais maintenant je ne regrette plus rien. Plus une trace de regret en moi. Oui, il s'est passé des choses et j'ai fait cette erreur. Alors maintenant, je regarde vers le futur, droit devant. En fait, je viens d'une famille musulmane très orthodoxe. Et mes parents, quand ils priaient, et j'avais l'habitude toujours de... J'étais un enfant très curieux. Par exemple, vous priez, et celui à qui vous demandez toujours quelque chose, où est-il? Est-il à l'étage au-dessus? Personne ne peut le voir. Et pourquoi ne fait-il pas attention à nos prières? Pourquoi a-t-il un préjugé? Je recherchais quelque chose qui ait un intérêt universel, qui ne condamne pas les autres religions, disant « cette religion est mauvaise, la nôtre est la bonne ». En fait, j'ai trouvé ce que je recherchais pendant toutes ces années. Ce qui m'avait toujours tracassé, j'ai trouvé la réponse ici. Avant, je ressentais beaucoup de pitié pour moi-même du fait que j'étais en prison, me disant « pourquoi cela t'est arrivé à toi ?» et tout ça. Faire un cours de Vipassana, c'est comme... Je me sens reconnaissant que ça soit là pour moi, presque reconnaissant d'être en prison pour venir ici et avoir l'occasion de le faire. Je me dis souvent, quand je rentrerai à la maison, j'aurai ma propre chambre. Je pourrais y méditer. Je pourrais en faire une partie intégrante de ma vie. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Et c'est très facile de retomber dans les vieux schémas de la vie. Donc avant de quitter ici, je ne sais pas quand,
peut-être le mois prochain, au milieu ou à la fin de l'année prochaine. Ce que j'aimerais vraiment faire, en fait, c'est faire un cours, le terminer, et directement le jour d'après, pouvoir sortir de prison. Je m'en irai dans de bonnes dispositions mentales, pas de mauvaises dispositions mentales comme celles que cet endroit favorise. D'être venu à Tihar, c'est une leçon de vie que je n'oublierai jamais. Dans un sens, c'est une grande expérience, mais ça fait trop longtemps maintenant. J'aimerais bien terminer et retourner à la maison. C'est sûr, on a avancé. Avant, les autres prisons n'étaient pas prêtes pour un tel cours. Certaines oui, d'autres pas. Mais maintenant, le gouvernement indien a envoyé une circulaire à toutes les prisons pour encourager les cours de Vipassana. Parce que les prisons avaient les capacités de les accueillir. Le personnel l'acceptait. La communauté dehors espérait que cela se produise. Il y avait la possibilité de croire que cela pouvait enfin se produire dans les prisons. Ceux qui sortaient de prison ne revenaient plus. À l'extérieur, on a commencé à voir le changement dans leur façon de penser, dans leur comportement. Alors plus moyen de revenir en arrière. Une technique qui est efficace ici sera aussi efficace partout dans le monde. Les prisons en Occident, les prisons en Orient, les Occidentaux, les Orientaux, pas de différence. Différence de niveau. Mais au final, nous sommes les mêmes personnes à travers le monde. Les traditions sont différentes, les cultures sont différentes, mais l'homme n'est pas différent. Ses attitudes ne sont pas différentes, les gouvernements ne sont pas différents. Il peut sembler que le gouvernement indien soit plutôt dur et que les conditions carcérales soient très mauvaises. Ce n'est que par comparaison. Mais si vous construisez tout ce qu'il faut dans une prison et toutes les commodités, cela ne veut pas dire que ce sera une bonne prison. Quelle est l'attitude des personnes? C'est ça qui est important. Quand un cours de Vipassana se termine à Baroda Jail, un événement spécial a lieu. En présence des travailleurs sociaux et des invités qui soutiennent le programme Vipassana, le directeur, lui-même un étudiant de Vipassana, accueille les détenus qui sortent de la salle de méditation. Dans ce pays, le contact physique entre personnes de couches sociales si différentes est impensable. Mais en ce jour, les barrières tombent. Il y a une question que je posais un jour à Kiran Bedi. Je la questionnais à propos. Je lui dis, Madame, combien de personnes dans le monde pensez-vous qui sont là dans le monde? Ils croient être là dans le monde que pour faire le bien. Quel pourcentage?
Elle me regarda, et il y avait peut-être 20, 30 personnes assises autour. Elle dit, « Vous êtes ce pourcentage. C'est vous autres. C'est vous qui pouvez faire de ce monde un endroit meilleur. »